Et c'est ça que j'essaie un peu d'apprendre aux gens. Si vous le faites assez longtemps, vous allez arriver à quelque chose. J'ai rien de spécial. J'étais le gros qui allait à la salle et qui n'a pas arrêté. Ça, c'est le titre. Ça, c'est un peu le descriptif du film. C'est fini. Un nouvel épisode du podcast et j'ai le plaisir d'avoir le coach Yulo aujourd'hui avec moi. Alors c'est un épisode un peu particulier parce qu'on est en fait dans un endroit public. Du coup, ça va être assez challenging, mais on va rester focus au max. On va essayer. On va essayer parce qu'on Il y aura du monde. Ouais. Il y a du monde parce du monde, qu'aujourd'hui on est au bois de la Cambre et c'est, si vous voulez, le QG du coach Yulo. Le fief. Ouais. C'est ici que ça se passe. Ouais. C'est ici que ça se passe, coach? Ouais. Alors, pourquoi je voulais aujourd'hui venir, c'est parce que j'ai décidé de me reprendre en main, de refaire du sport. Chose que j'ai arrêté de faire quand le confinement a commencé. Et je ne vais pas te mentir, j'ai du mal en fait à me remettre dans le bain. Donc, c'est vrai que j'ai perdu la motivation, mais j'ai gagné 10 kilos. Donc voilà, en soi, c'est pas plus mal. L'un dans l'autre, ouais. Mais c'est vrai que là, je me dis, l'été arrive, j'aimerais bien enfin avoir un summer body. Et j'avoue que de moi-même, j'ai essayé de le faire et j'arrive pas à trouver cette motivation. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je peux pas le faire tout seul. Et j'ai besoin d'aide. Donc j'ai besoin du coach. Donc me voilà. Écoute, je pense que tu es au bon endroit. Maintenant, c'est vrai que tout le monde est dans cette idée de summer body. C'est pas forcément ce que je vends, mais c'est quelque chose qu'évidemment chaque personne va avoir et c'est vers ça qu'on arrive quand on fait du sport assez longtemps. Mais tu le sais, moi le sport c'est plutôt une rigueur, c'est une balance de vie. Au-delà de l'apparence physique, il y a aussi le fait de bien dormir, il y a le fait de supporter ses journées, il y a le fait de dégager le stress. Et c'est en fait tous ces éléments qui font qu'on tient le sport. Toi tu me disais que tu n'arrives pas à tenir le sport parce que tu penses encore certainement en physique. Mais ceux qui tiennent vraiment le sport, c'est ceux qui passent... Enfin, c'est ceux qui comprennent les différents bénéfices du sport. Moi, j'étais par exemple dans cette phase où tu dis que tu as pris 10 kilos. Pour moi, 10 kilos, c'est rien. J'ai pris 20 kilos à un moment de ma vie. J'avais 20 kilos au-dessus, tu vois. Et au départ, j'ai démarré comme tout le monde pour casser un peu ce mal-être physique, pas mental. Mentalement, j'ai toujours été plus ou moins bien. Mais j'ai commencé au départ pour changer le physique. Mais en plus, je me suis mis dans le sport. En plus, je voyais tous les autres bénéfices. Au final, quand on fait du sport, on a une meilleure posture. Si on a une meilleure posture et qu'on est à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un te dit « Mais t'as l'air bien !» Et toi, parfois, tu passes dans des phases de vie où mentalement, on va dire que c'est bizarre. Mais quelqu'un te dit que t'as l'air bien. Tu te dis « Je vais retourner à la salle, right ?» Tu vas à la salle, tu pousses un peu plus. Tu ressens, on dit « T'as l'air bien !» Et voilà, moi j'ai eu des aléas dans la vie un peu bizarres, un peu difficiles. Et chaque fois, on me disait que j'avais l'air bien. Ça, c'est le premier facteur qui a fait que j'ai jamais lâché le sport. Ok. En plus de ça, c'est la tension. Je crois que je m'estime comme quelqu'un d'autrement nerveux. Les gens vont dire « Yulo nerveux », non. Je canalise par le sport. Tu me vois à la salle, je suis un gars énervé. Je fais mon truc pendant 1 heure, 2 heures. Je sors de là, je suis zen. Je peux revoir les gens dans un équilibre plus calme. Donc, ça te rapporte aussi une balance. Et puis, je pense que chacun aussi est un peu différent par rapport à la quantité d'énergie qu'il peut déployer dans sa journée. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de déployer beaucoup d'énergie. Même mon métabolisme le demande, sinon j'ai un métabolisme beaucoup trop lent. Dès que je fais du sport, tout se régule. Donc, quand je fais du sport, je digère bien, je dors mieux, je ne peux pas lâcher. Dès que je ne le fais pas, je sens qu'il y a une balance, il y a un truc qui est altéré. Et c'est ça, c'est ces choses-là qui font que tu continues le sport. Et c'est clair que par le coaching, au départ, tu apprends une rigueur. Si tu le fais assez longtemps, tu vas comprendre les bénéfices et une fois que tu les as, tu ne les perds pas. C'est pour ça que mes clients restent en général très longtemps. Moi, j'aimerais bien changer de client, mais ils prennent toutes les plages et ils reviennent tout le temps. Donc voilà, le tip, c'est commencer progressif à son niveau et pas commencer comme un flingué, je dirais.
Les gens, quand ils commencent le sport, en général, c'est directement de 0 à 100. Tu n'as pas fait de sport, mais tu arrives, tu pousses très très fort. Moi, je dis toujours, commence à un niveau, quitte à ce qu'il soit même faible. La prochaine fois, tu te dis, ah, j'ai passé le cap, ça allait. Et tu vas de manière incrémentale, et toi, tu vas voir ton progrès. Si tu viens et que tu pousses trop la première fois, quelle est ta base? Tu la connais toujours pas. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu connais pas ta base, donc quand tu reviens avec un a priori qui est mauvais. Or que si tu as fait une base en dessous, tu te dis j'ai géré la fois avant. Et tu vas gérer chaque fois un peu plus. Et tu vas aussi de manière positive. C'est pas rentrer dans une salle parce que tu vois l'autre qui pousse 20, tu vas aussi vouloir pousser 20. Mais c'est normal, il y a aussi un peu une partie d'ego. Tu vois quelqu'un à côté de toi, il pousse autant, toi tu te dis oh, mais moi aussi. Non, mais moi, j'ai vu ça. Je te dis, je peux parler que de mon changement. Au départ, j'étais le gars ridicule à la salle. C'est comme dans tout. Tu commences... je dis toujours que tu commences nul ou tu commences mauvais et puis tu fais tes pas. J'avais un poids de 2 kilos qui s'est transformé en 4 kilos, qui s'est transformé en 8 kilos. Puis c'est monté. Je faisais 10 pompes. J'ai fait 100 pompes. Si tu vois ce que je veux dire. C'est une question d'aller progressif et c'est pas une question de regarder l'autre parce qu'au final, la définition de la force, parce que souvent on va estimer que quelqu'un est fort parce qu'il soulève beaucoup de poids. Par exemple. Pour moi, la force, c'est pas ça. La force, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est quoi la force pour toi? C'est de gérer ton propre corps dans toutes les dimensions de l'espace. Tu sais courir, tu sais sauter, tu sais faire une pompe, tu sais te tirer, tu sais gérer les différents espaces, donc c'est différent d'une personne à une autre. Pour moi, un gars qui sait faire tous ces exercices dans toutes les dimensions de l'espace, il est fort. Tu as des haltérophiles et des gars super balèzes, tu leur demandes cours, incapable de courir. Flexibilité, frotte-toi le dos, il ne sait pas se frotter le dos. Enfin, c'est pas fonctionnel. Il faut essayer d'avoir l'optique du corps fonctionnel. Et c'est clair qu'on est dans une société où effectivement c'est le visuel. Hein. Je comprends, les gens sont très, très dans le visuel. Mais voilà, moi je passe souvent à la salle, je vois des gars beaucoup plus balèzes visuellement. Mais leur corps à l'intérieur n'est pas construit de la même manière, pas aussi fonctionnel. Moi je cherche le corps fonctionnel pour vieillir bien et avec grâce, élégance, swag. Tu vois, je veux être droit et je veux être comme un Sean Connery. Je sais pas s'il faisait du sport, mais t'as vu comment il était droit, Sean Connery? Je suis sûr que quand il est mort comme ça. Pouc. Il était droit jusqu'à la fin, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important d'être droit, avoir la posture arrogante, comme Tupac dit, keep your head up. Parce qu'au plus on a cette posture droite, au plus on a une vision sur les choses. Il suffit de faire l'exercice de baisser la tête et voir le champ de vision et le simple fait de lever la tête, on voit quasiment la même chose du bas, mais on voit aussi au-dessus. Et c'est ça la bonne portée, c'est ça la base, se tenir droit. Ce qui est intéressant avec le lieu où on est aujourd'hui, c'est que il y a quelques temps, tu avais décidé pendant le confinement de venir ici tous les matins et de lancer ton programme de coaching. Mais il n'y avait personne dans ta base de données de clients. Ouais. Explique-nous un peu comment tu as réussi à construire cette base de données de clients dans cet endroit magnifique qui est le bois de la Cambre, où on se trouve en ce moment. Je pense que c'est d'abord la survie. Hein. Il faut savoir, toi tu connais mon parcours, mais les autres pas. Donc je bossais dans une organisation internationale qui organise des forums et des missions économiques pour le secteur privé africain. J'entends qu'il y a le Covid, mais j'étais déjà coach complémentaire. Je faisais ça, mais vraiment chill, hein, en activité complémentaire. J'entends qu'il y a le Covid. Je me dis, ils vont fermer le monde entier. Ça ne va pas être possible de créer un forum ou quoi que ce soit. Donc tu dois rebondir parce que ton salaire et ta vie ne va pas être garantie. Tu vois. Et là, je me dis, écoute, j'ai plusieurs cartes entre les mains. Il faut bien mettre le processus, plusieurs cartes entre les mains. Physiquement, ça faisait des années que je faisais du sport, donc j'étais à un très bon niveau. Par mon métier, par les choses que j'ai fait toute ma vie, je maîtrisais la musique et la vidéo. La première étape, je me suis dit, on va se plugger sur Instagram, on va faire le taré dans le jardin. J'ai commencé à sauter tous les jours, faire mon sport tous les jours et broadcaster mon sport. Et c'est là où j'avais un match avec une audience. Franchement, ça a vraiment bien marché au niveau du confinement. Surtout quand j'ai fait les homework, où c'est des vidéos qui étaient vraiment destinées à faire du sport chez soi, mais canalisées en 20 minutes d'exercice. Parce que j'estime qu'en 20 minutes, on sait faire ce qu'il faut. Ok. Et
Là, j'écoutais un peu les news et je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont ouvrir? À la minute où ils ont ouvert, je me suis dit, bon, je suis à Uccle, j'habite déjà à Uccle, je vais me pointer au bois de la Cambre très tôt le matin et on va voir ce qui va se passer. J'ai capté d'abord une ou deux personnes qui étaient là grâce à Instagram. De ces 2 personnes, chaque jour, je venais dans ce même kiosque, là derrière, là-bas au fond, et je me pointais et j'essayais d'attirer l'attention des gens qui passaient. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et là, c'est devenu une habitude. Parce que les gens, au final, qui passent dans le bois de la Cambre, j'ai l'impression que c'est pas seulement mon jardin, mais c'est le jardin de plein d'autres gens. Tu les vois, tu les connais. Je connais leurs chiens, je connais leurs enfants, je les connais tous. Donc au final, il y a un moment, ils vont s'arrêter, ils vont se demander qu'est-ce que tu fais. Et ils vont te dire, je vais venir essayer. Et tous ceux qui m'ont dit, je vais essayer, au final, ils sont venus. Et c'est là où, finalement, quelque chose qui était difficile au départ, le simple fait de se pointer, d'apporter une énergie positive, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur coach du monde, mais je délivre une énergie. C'était l'énergie qu'ils avaient besoin. Et je pense que c'est aussi comme ça que les gens se pluguent à quelqu'un, c'est une question d'énergie. Il y a 3 millions de coachs, il y a plein de coachs qui font bien leur boulot, mais parfois l'énergie ne passe pas ou ils ne sont pas au bon endroit. Moi, le bois de la Cambre, c'était le bon endroit. Et voilà les aléas, il y a même des camions de gaufres. Après l'effort, le réconfort. Le réconfort. Mais ton coach te regarde. Le coach juge. Le coach te juge, doucement. Mais c'est vrai que donc, ce matin, je suis venu, j'ai fait une séance avec ton crew. Salut mon ami. La preuve en est qu'effectivement, tu connais tout le monde ici. Ouais, c'est bon enfant le bois de la Cambre. Donc on a fait une séance ce matin et j'avoue que il y a des exercices que je ne pensais pas pouvoir faire et grâce à tes conseils, j'ai pu appliquer. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'intéresse aussi de voir ce que tu offres, notamment pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir au bois de la Cambre, mais qui ont quand même cette envie et ce besoin d'être coachés à distance. Donc tu es occupé avec quelque chose pour ces personnes-là. Ouais, moi ce que j'essaie de faire aussi, c'est de fournir du contenu. Il faut faire la part des choses quand vous allez sur mon Instagram, sinon ça va faire peur à beaucoup de gens. Hein. Mais il y a ce que j'appelle déjà Force 36, qui est un premier programme qui est déjà disponible. Force 36, il a été construit sur le fait que les gens me disent souvent qu'ils n'ont pas le temps pour le sport, ils n'arrivent pas à le mettre en fait dans leur agenda. Et moi, en fait, j'ai construit en fait mon programme. Mon programme, même pas, je veux dire ma forme physique sur ce qu'on appelle du HIIT, du High Intensity Training, d'accord? Et le HIIT, c'est quelque chose où c'est des entraînements qui sont plus courts, mais plus intensifs et minutés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un programme où c'est basé sur des workouts de 20 minutes. Et dans ces 20 minutes, il y a 32 exercices où on travaille tout. Évidemment, je parle de HIIT. Le HIIT, c'est du high intensity. Mais je comprends que les gens ne commencent pas en high intensity. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que pour avoir les bénéfices où on perd du gras, mais on construit quand même au niveau musculaire et en plus on gagne du cardio, il faut travailler à du 85 ou 90% d'intensité. Tu connais quasiment personne qui sait faire ça. Parce que c'est quelque chose où mentalement, tu dois préparer ton corps. Donc, dans mes sessions, d'abord, dans ce Force 36, je fais des étapes. D'abord, il y a le côté où on va d'abord travailler les fondations. On travaille à son rythme, on respire, on se remet à faire les exercices où c'est vraiment à son tempo. S'il y a 20 secondes de travail, tu travailles à ton tempo. Dans une phase 2, là, on commence à avoir des enchaînements d'exercices un peu plus complexes. Et là, tu utilises la résistance pour vraiment essayer de travailler et la force et pousser un peu plus loin. La phase 3, c'est ce que j'appelle la férocité. C'est ferocity, c'est le beast mode, comme diraient les Américains. Là, justement, tu vas arriver à pousser ton corps un peu plus loin parce que tu le comprends. Il faut d'abord comprendre son corps pour savoir comment son souffle fonctionne, comment les jambes tiennent, comment les abdos tiennent. Et quand on arrive à cette phase-là, on est capable de pousser plus. Donc le changement arrive réellement, pour moi, vers la fin du 2e mois et dans le 3e mois, parce que là, tu commences vraiment à pousser ton corps où tu dois le pousser. Au départ, c'est la préparation. Combien de temps ça prend à la planète pour changer? Tu crois qu'elle change en 2 secondes? Non. Ça prend 3 mois, c'est un cycle. C'est plus ou moins la même chose pour un humain. C'est qu'il faut d'abord préparer. Une fois qu'on a la confiance, on comprend mieux son corps et on sait vraiment pousser, tu vois. Et tu pousses. Et quand tu pousses,
c'est là où on arrive à quelque chose, où on arrive comment dire, au résultat. Mais il faut vraiment arriver à pousser. Mais pour pousser, il faut préparer. Et ça, c'est Force 36 qui est déjà disponible. C'est un programme qui est déjà là en ligne et que tu peux faire chez toi. On donnera le link s'il faut. T'inquiète, on va plugger ça pour toutes les personnes qui sont intéressées de faire donc ce programme à distance. Et en plus de ça, tu es en train de préparer le deuxième. Ah là Voilà. là. Alors celui-là, j'ai vu déjà des extraits, mesdames et messieurs. C'est dans un cadre magnifique. Ah ouais. Où est-ce que tu as shooté ça même? Écoute, on a shooté ça à Ibiza. Eh ben, rien que ça. Ah ben oui, dans une crib comme il faut. Il y en a qui vivent. Ah, on a des connexions. Hein. Merci au bien, merci au Swami. Et donc ici, mon ambition, elle est claire aussi, c'est que moi je suis quelqu'un, j'adore l'explosivité. J'adore le fait qu'on puisse aller plus vite, qu'on puisse sauter plus haut. D'ailleurs, on me voit sauter dans tous les sens. Mon seul regret, c'est que j'ai commencé le sport très tard, moi. Enfin, très tard. On va dire que ma journée où je me suis vraiment construit, c'est de mes 29 ans à maintenant, où j'en ai presque 38. Donc, c'est assez tard. Mais si j'avais commencé ce parcours d'explosivité avant, je sais pas, j'ai un peu le regret de me dire qu'est-ce que tu aurais pu atteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux pousser, mais bon, voilà, tu as 38 ans, tu as 40, tu pousses où tu doses. Mais il y a beaucoup de sportifs, que ce soit des footballeurs, que ce soit des basketteurs, handball, volley, tous ces gens essaient d'être plus explosifs, veulent sauter plus haut et veulent avoir un meilleur conditionnement sur le terrain, un meilleur appui, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, toi, tu es bon au conditionnement. Tu as appris beaucoup sur la pliométrie, donc c'est tout ce qui est les sauts, etc. Pourquoi tu ne mixes pas les deux dans ta formule, ou encore une fois, en 20 minutes, tu vas donner 32 exercices où ils vont non seulement conditionner leur corps pour tenir sur le terrain, mais en plus, ils vont travailler pour booster leur explosivité et ainsi de suite. Donc c'est là où j'ai enregistré plus ou moins 200 mouvements encore une fois. 200 mouvements, waouh. Là, Ibiza, donc toi tu vois comment je me réveille le matin, pendant que toi tu es en train de ronfler, je me réveille, j'enregistre 30 mouvements de sport parfaitement, puis je fais le petit déjeuner pour les autres qui dorment, et ainsi de suite. Donc j'ai filmé le truc. Ah, sympa. Là, je suis en train d'éditer, c'est de tout mettre en place. Ça arrivera bientôt. Hit and Plio, bah, c'est un peu la suite, quoi. J'espère que c'est aussi une ouverture pour les athlètes, parce que j'ai beaucoup de demandes de ce côté-là, justement, pour être plus explosif. Donc, voilà. C'est intéressant. Je vais tout faire pour le délivrer. C'est intéressant. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est... un élément, il y a deux éléments en fait qui sont selon moi aussi importants que je néglige peut-être, et je pense pas être le seul, c'est quand tu commences ce genre de processus, c'est l'impatience, Ouais. et tu as aussi, je pense, aussi une grande partie, c'est aussi de l'alimentaire. Ouais, c'est l'alimentaire, et je pense que déjà l'impatience, je crois que c'est dans tout. L'homme, il est pas patient. L'homme, il veut les choses aujourd'hui. Et puis quand il les a directement aujourd'hui, il snobe la vie et il sait plus quoi faire parce qu'il dit j'ai pas d'objectif. Enfin, c'est un peu bizarre. Et c'est effectivement par les coachings. Bon, j'arrive plus à le faire quand c'est en physique. Moi, ce que j'apprends, c'est un mindset. Je dis toujours, celui qui va me voir, il va me dire tiens, Hilo, il a des muscles. Mon muscle, c'est mon cerveau. C'est ma consistance, c'est le fait que je sais me lever, que le temps soit mauvais ou qu'il soit bon, je fais les choses. Et c'est ça que j'essaie un peu d'apprendre aux gens. Si vous le faites assez longtemps, vous allez arriver à quelque chose. J'ai rien de spécial. J'étais le gros qui allait à la salle et qui n'a pas arrêté. Ça, c'est le titre, ça, c'est un peu le descriptif du film. C'est fini. Tu vois, c'est fini. Il n'y a pas de... Il y a rien de spécial là-dedans. C'est juste que j'ai continué. Aujourd'hui, quand quelqu'un va voir un mouvement, il va me dire « t'es fou, tu vas te faire mal, etc. » J'ai commencé sur une marche de 10 cm, mec. Et j'ai pris mon aisance sur 10 cm, puis 20, puis 30, puis 40. Et aujourd'hui, si le box, même s'il est à 1 mètre, on a commencé bas, donc la stabilité, elle est là. C'est juste que j'ai continué. Et ça, je pense que c'est pour tout. Hein. Je suis sûr que ta première photo était nulle. Ah, ça, la première fois que tu as filmé une vidéo, c'était nul. j'avoue. Ah, et après ça, tu as continué. Tu as compris qu'il y a des angles. C'est vrai. Tu as compris qu'il y a une colorimétrie. C'est vrai. Tu as compris qu'il y a les golden hour et tous ces trucs-là. Tu comprends les choses, tu les acquiers et au final, tu vas un peu plus loin. Et il n'y a pas un seul domaine dans la vie où ça ne prend pas de temps. Et je pense qu'il faut juste... prendre son mal en patience et les choses viennent. C'est juste ça.
Moi, dans la vie, c'est la seule chose que j'applique. Et pour clôturer, le point alimentation. L'alimentation. Écoute, l'alimentation, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut essayer de fonctionner par certaines logiques. C'est que le corps, il se réveille le matin, il dort le soir. Sa journée, au niveau de l'énergie, c'est en général pour passer la journée que tu as besoin d'énergie. Donc, on est censé manger plus le matin, moins à midi, moins le soir. Ça, c'est la première logique. Le vrai problème, déjà, c'est l'aspect social du repas du soir. Parce qu'on ne s'est pas vu la journée, on veut super bien manger le soir, alors on va manger un gros steak, comme si on partait à la guerre, et puis on regarde une série. On mobilise un œil. Tu comprends? Et c'est là où on stocke. Et ça, déjà, c'est un des problèmes. C'est qu'il faut essayer de voir comment on peut, dans la balance des repas de la journée, créer un équilibre qui est plus logique par rapport aux nécessités énergétiques. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, moi, je ne suis pas de l'art de dire qu'il faut faire des régimes. Il faut apprendre à avoir une bonne assiette en général. Et une bonne assiette, c'est d'abord les légumes. 50% des légumes. Eat your vegetables. Voilà. 30%, c'est tes protéines. Et 20%, ok, tu peux manger ton riz et tout ce que tu veux, mais fais-le surtout complet. Il ne faut pas stopper les choses. Il faut prendre des choses qu'on digère mieux et que le corps accepte mieux. Si tu vois ce que je veux dire. Et moi, bon, je mange du riz, je mange des pâtes, je mange tout, mais je mange des pâtes complètes, du riz complet. Même quand je vais prendre un Africain, souvent, je laisse tomber le riz et je prends le riz complet, mais je le mange. La chikwang reste la chikwang. La chikwang reste la chikwang. En tout cas, c'est sur ces paroles sages. C'est vraiment ça, il n'y a pas de magie, il faut juste le faire progressif. Et si tu dois le changer, la seule chose que je te demande, c'est commence par un repas dans ta journée. Une fois que tu as cette habitude-là et que tu l'as fait au moins 1 mois, 2 mois et que tu es confiant, va plus loin. Le problème, c'est quand tu changes tout d'un coup. Imagine, il y a celui qui veut se reprendre en main, alors il est dans le sport intensif directement, il est dans l'alimentation intensive directement. Mais moi, je parie qu'il va arrêter. Moi, j'étais jamais là-dedans. Donc c'est vraiment de construire step by step et ne pas brûler les étapes au risque d'arriver au burn-out. Voilà, c'est ça le truc. Moi, je me suis construit avec le temps. Je ne suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Maintenant, je donne ma science pour que ça aille plus vite pour toi. Moi, j'étais le gars tout seul à la salle. Maintenant, si quelqu'un réplique ça correctement, les exercices à la bonne intensité, progressifs, et le changement de nourriture aussi progressif, c'est là où ça arrive à quelque chose. Et c'est ce que je vais essayer de mettre en pratique les semaines et les mois à venir, et j'espère pouvoir d'ici quelques mois montrer les résultats, et pas spécialement pour les montrer, mais juste aussi pour me sentir mieux. Mais tu seras physiquement. frais, les gens vont dire t'es bien, et puis tu vas dégager l'énergie tellement positive, ils vont dire viens me prendre des photos. Puis Ça n'a pas de sens. Je vais dire, n'a pas de sens. allez chez Coach Yulo, Et voilà, c'est mon gars. la pyramide, le cercle, la pyramide, tout, connexion. Donc voilà, nous on se retrouve dans la deuxième partie, Ouais. et puis on va en apprendre un peu plus sur qui tu es. Qui je suis. Ça va. Ça va? Ouais. À tout de suite. Et chaque jour que Dieu fait, le négro se bat pour arriver au top. Et fuck ceux qui se disent non, y'aura pas de flop. Saute à l'arrière si tu veux que l'on cruise. 104 au compteur, on chante et on roule. One for cruise pour rassembler les foules. One for cruise car le projet est cool. C'est la cruise, c'est la cruise. One for cruise, one for cruise, c'est la cruise. One for. Alors, la deuxième partie de mon échange avec Coach Yulo va s'axer un peu plus sur la personne. Donc, Yulo n'est pas que coach, Yulo a d'autres centres d'intérêt, notamment la musique. La musique, ouais. c'est aussi ce qui nous unit. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés lors de sessions studio à l'époque de... Hey. À l'époque de la période Peggy Tabou. Peggy Tabou, ouais. Et on a appris énormément de choses. Et moi, c'est vraiment cette période-là que j'affectionne énormément parce que c'est là aussi on a bossé ensemble sur le projet Home. Ouais. Le morceau que je vais plugger aussi un peu plus tard dans la vidéo. Et donc C'est bien c'est ça. ce jeune homme talentueux qui a eu la gentillesse de bosser sur ce morceau. Sur le morceau, ouais. Maintenant, la musique, quelle était ton introduction à la musique? Comment s'est-elle faite? Alors,
Moi, je pense que la musique a toujours été là dans ma vie. Il y a deux grands vecteurs qui m'y ont amené. D'un côté, il y a mon père. Moi, je suis né en Angola en 1984, donc j'ai commencé mes premières années de vie en Afrique. Et j'avais un père qui voyageait énormément. Et à chaque fois qu'il partait quelque part, il voulait ramener de la musique de cet endroit. Donc nous, on a été bercés par des vinyles qui venaient de partout. Et j'ai pas seulement écouté de la musique africaine, parce qu'au départ, on avait la musique angolaise, mais j'ai écouté de la musique des États-Unis, donc Motown, j'ai écouté de la musique française. Mes parents étaient déjà des French speakers, en quelque sorte, ils parlaient déjà français, donc Joe Dassin et autres. Mais si jamais ils touchaient la Chine, la Russie, on a écouté de tout en fait à la maison. Il y a vraiment une richesse folle au niveau de la musique. Ça, c'est le premier héritage qui a fait que j'aime la musique. Et puis deuxièmement, Herman, voilà, je dois lui faire une dédicace. Je suis sûr qu'il est content en train de danser dans son salon là. Et Herman, c'est mon cousin. Je suis déjà un peu plus tard ici en Belgique. Et lui, c'est une des premières personnes que j'ai vues et côtoyées qui écoutait en fait du rap américain. Donc là, je suis en 93 et Herman en fait me montre ce que ces gars font. Il faut comprendre qu'en dans les années 90, le rap ici en Europe et surtout en Belgique, c'était MTVO pour ceux qui connaissent. L'époque. Et MTVO, c'est une seule heure. Aujourd'hui, c'est la musique majeure. Hein, c'est la musique majeure. Number one music, On avait yeah. une seule heure le dimanche et c'était à minuit. Ouais. Hein? Donc YouTube et Donc, tout ça n'existait pas encore. Vous YouTube- êtes gâtés, vous, hein? Ouais, YouTube n'existait pas, donc il fallait se plugger ou il fallait enregistrer à ce moment-là. Ouais. Et donc on enregistrait ces cassettes et on avait un contenu qui était merveilleux. C'était des gars qui nous ressemblaient. Ils avaient un style, ils avaient un flow, c'était une nouvelle musique. En fait, tout était super intéressant. Ouais, c'était chouette. Et c'est là où je T'es tombé amoureux. suis tombé amoureux du rap. Le R&B beaucoup plus tard, je dis bien le rap. Et du coup, j'ai continué à écouter des années et des années, fast forward jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Et à 17 ans, c'est là où, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pris et je me suis dit, je vais me mettre à écrire. Et ce que je faisais à l'époque, c'est un peu ce que tout le monde a fait, c'est on travaille avec les phases B. Ouais. C'est les instrus en fait des autres qu'on réutilise et on rappe dessus. Donc il s'agissait par exemple de prendre Nas Is Like. À l'avant, au départ de la chanson ou à la fin, il y avait un bout qui était bien. Moi, je me souviens, je crois que c'est un des premiers morceaux où j'ai rappé, je me souviens plus du rap. Je coupe, je fais la boucle. Et là, tu rappes avec Nas. Sauf que t'es naze. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Sauf que t'es naze. C'est le début. Et j'ai pas arrêté, j'ai continué à rapper. Et c'est là où j'ai pris goût. On m'appelait DJ MSN à l'époque parce qu'après ça, je rappais un truc et je l'envoyais sur MSN. Et mes gars, ils étaient toujours en mode vas-y, envoie. Donc c'était super chouette. Et j'ai continué. Le monde a changé, c'est-à-dire que la musique est devenue abordable. Il y a des outils qu'on nous a mis en main qui nous FL permettaient, Studio. exactement, qui nous ont permis de composer chez nous. Et FL Studio était un programme pas cher, on va dire, parce que faut avouer qu'à l'époque, je connaissais plus de gens qui avaient vraiment acheté le vrai, mais il y avait toujours une copie qui traînait quelque part. Et j'ai composé beaucoup là-dessus. Et au départ, c'était vraiment composer quelque chose, espérer que ça sonne. Et avec le temps, j'ai compris les différents outils, comment sampler, quels sont les synthés qui existent pour reproduire une sorte de son, que ce soit plus chaleureux, que ce soit organique ou plutôt des synthés vraiment plus sérieux. Et de là, j'ai réussi en fait à construire des univers. Et ma musique aujourd'hui, c'est une musique qui a voyagé, qui- ça s'entend que tu vois, les influences dans tous tes morceaux, peu importe les projets musicaux que tu as faits, tu sens qu'elle est riche d'influences. Ouais, mais en fait, je n'ai pas de barrière parce que j'ai écouté. J'ai la ligne qui est en général le rap, mais malgré tout, voilà, j'essaie de toucher en fonction de mon ressenti, quoi. Je stream ce que je ressens, que ce soit par rapport au contenu ou au message de la musique, ou par rapport à la sonorité de la musique, c'est comme je le sens. Ça peut être du rap, ça peut être de l'électro, ça peut être n'importe quoi, c'est ce que je ressens sur le moment. Et voilà, moi j'ai fait de la musique et aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je lis à mon état d'humeur que quelque chose de professionnel, parce qu'il y a eu des phases, toi tu connais les phases par lesquelles je suis passé. Et la musique, c'est quelque chose de difficile parfois. 2008,
Tu te souviens, 2008? Ah, 2008, cette mixtape. 2008, c'était l'année qui m'a fait le plus de mal, je pense, en tant qu'artiste. Parce que, justement, j'étais capable de construire un univers musical. On avait un groupe de gars qui, pour moi, reste le meilleur groupe de producteurs belges qui ne l'a jamais fait. C'est Nemesis. Et Nemesis, à l'époque, on était 3 compositeurs, mais on était aussi avec plein de potes qui poussaient notre musique un peu à gauche et à droite. Et on était connectés à tout le rap belge. Et à ce moment-là, on se décide de faire une compilation. Et là, on avait des personnages et des gens qu'aujourd'hui vous connaissez. Notamment. Mais que personne ne connaît aujourd'hui. Non, je dis que tout le monde est important. Ok. Toi, tu veux donner des noms, mais je dis tout le monde est important. Va, était important. Za, pour moi, était un grand rappeur à l'époque. Il était très street, mais c'était le gars le plus rap de l'époque. Ils étaient connectés avec Gandhi. Il y avait Isha, aujourd'hui, qu'on connaît comme Pacemaker. Il y avait Stromae qui était là. Stromae, avant que les gens ne le mettent là où il est, nous, on l'estimait déjà. Et tous ces gens étaient sur nos tracks. Il y avait BD Banks aussi. Ils étaient là, ils étaient sur nos tracks. On a réussi à les approcher, ils sont venus, on a enregistré et on a ce produit qui est magnifique. Et moi, je me suis dit, là, c'est le moment. C'est là où ça va bouger. Et l'ingénieur du son, le gars qui détenait toutes nos prods et tous les enregistrements, le gars disparaît comme Houdini. Le gars, il disparaît, il est parti. On se retrouve à zéro, rien du tout. Moi, j'ai les brides de mon projet, je les vois de tous ces gens sur des versions non mixées, etc. Elles sont là. Au moment où on les a fait, on avait 6 longueurs d'avance sur la sonorité qui était ici en Belgique. Et je n'ai pas peur de le dire, on était en avance à ce moment-là. Mais ça ne s'est pas produit. Et donc, première désillusion, tu vois, ça casse. Et puis j'en ai eu d'autres. J'ai signé plus sérieusement avec d'autres gens après. Me retrouver devant des deals aussi. Mais les personnes n'ont pas poussé ou on n'était pas assez alignés comme il fallait pour pousser la musique à un autre stade. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est un monde où si tu n'as pas la connexion qu'il faut, tu n'as pas le pivot qu'il faut, tu n'as pas le soutien qu'il faut, tu n'as pas l'agencement qu'il faut au bon moment, parfois tu te perds. Et moi, je suis quelqu'un qui aime faire la musique. Pour faire la musique, je stream mon feeling. Tu connais mes différents projets. Les autres ne le connaissent pas, mais il y a des projets comme la Poursuite du rêve, qui était le rap. Je vais l'expliquer, la Poursuite du rêve. Il y a Crew 104, qui est un autre projet qui est incroyable, qui est synthwave, retrowave. Il y a Monsieur Café, Something, qui est en fait un des seuls morceaux de l'iceberg, mais il y a tout un projet derrière. Mais quand on revient sur tous les projets, chaque projet est lié, mais à ma vie. Il n'y a pas de mon son chez moi. Tu m'écoutes, tu me connais. Il n'y a pas de personnage chez Yulo. Et si tu prends la poursuite du rêve, ça explique en fait quelqu'un qui a besoin du rêve pour survivre. Et il y a un problème, il y a un manque. Moi, le manque, c'est que j'ai fait des études, j'ai un master en gestion, je termine. Qu'est-ce que tu espères être? Un boss. Un boss, un manager, un leader. T'arrives là, nada. Tu vois ce que je veux dire? Je me retrouve dans un monde où en fait, je suis pas accepté. Tout le monde s'en fout. Pendant des mois, j'envoie des CV, je fais des stages de réinsertion de langue pour essayer de pallier au manque que j'ai, le néerlandais et autres. Mais rien ne se passe. Je suis arrivé à un point où je me suis dit, je vais sortir de la Belgique. J'ai failli me tirer parce que ça ne marchait pas. Et puis finalement, quelqu'un m'a appelé, je me retrouve à bosser pour Johnson & Johnson et je ne comprends même pas, je ne sais même pas pourquoi il m'a appelé. Je fais l'interview la plus cramée de l'histoire, il me dit c'est toi que je veux. Je reviens à la maison, je dis à ma femme, j'étais engagé, va savoir pourquoi. Mais je suis arrivé à un point où j'avais beaucoup de désillusions à ce moment-là et j'avais besoin du rêve. Et le rêve, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que c'était un job que j'ai pris au final parce qu'il fallait survivre. Un job alimentaire. Un job alimentaire, mais c'était un bon job. Je ne vais pas cracher sur ce que j'ai eu, mais c'était un job alimentaire et comme beaucoup de personnes le font. C'était pas moi. Gosse, on disait qu'on allait être plein de choses. Il y a plein de gens qui te disaient on va être aujourd'hui, on va être ce que notre comment dire, on va faire n'importe quoi qui nous rapporte de l'argent en quelque sorte, qui est légèrement aligné à notre personne. Mais on n'est jamais vraiment soi dans ce que je vois. Les gens en fait s'en sortent dans le système en faisant quelque chose qui leur permet de survivre. Et je comprends. Mais moi, à un moment, j'ai été perdu, je suis un rêveur.
J'ai écrit « Où sont-ils dans la poursuite du rêve ?» Où sont passés les enfants? Pour moi, c'est un problème. Et moi, j'ai toujours besoin de faire cette musique parce que c'est une part qui me détermine super fort. Et dans la poursuite du rêve, je parle de ça. Je parle du rêve dans toutes les dimensions. Le rêve d'être riche, ce que moi j'estime la vision de la richesse, qui n'est pas la même vision que tout le monde. Je parle justement de ces enfants qui ont disparu, mais je parle aussi de l'amour parfait, mon image du rêve de l'amour. Enfin, il y a plein de choses qui reviennent là-dedans. Et le rêve, je dois en parler, moi, pour aussi me le rappeler. C'est très important ce projet pour moi, le morceau La Poursuite. Salut, bonjour. Bonne journée. Le morceau La Poursuite, mais c'est ça, peu importe quelles sont les chances, on ne gagne la loterie que si on tente. C'est la première chose que je me dis, si tu ne le fais pas et que tu ne tentes pas, tu ne vas pas arriver là. Tu vois, tu as un problème. Donc la poursuite du rêve me rappelle que je peux le faire. Ça, c'est le premier point. Cruz 104, c'est un autre moment plus tard dans ma vie. Imagine qu'il y a le boulot, justement, je suis encore dans une phase où c'est stable, j'ai un boulot, les choses se passent plus ou moins bien. Mais à un moment, j'arrive au boulot, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire, c'est une répétition de cycle et ça ne me ressemble pas. Je me suis rendu compte que je suis dans un cycle où j'ai tout fait pour avoir une stabilité, et m'offrir un certain confort, mais je n'étais même pas conscient de ce que je faisais. J'étais en train de suivre en fait une stabilité que la société te dit d'avoir, tu vois. Et encore une fois, j'étais perdu. Et là, je me suis dit, mec, il faut que tu te retrouves encore une fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, tu dois remettre la musique encore une fois dans ta vie. Et j'ai fait Cruz 104 parce que je me dis que quand tu suis en fait une foule de gens, comme quand tu es dans la rue Neuve, tu arrives quelque part où tu n'es pas chez toi. Tu suis en fait le flux de la société, mais ce n'est pas toi. Cruz, c'est un projet qui est lié au contrôle du temps, le contrôle du rythme. Donc tout le projet, en fait, il est dans le même rythme. 104 battements par minute. BPM. BPM, d'accord? Et c'est en fait la journée de quelqu'un qui au départ ne fait pas attention et qui meurt, et puis qu'un jour... Ne touchez pas, ne touchez pas. Et puis un jour, ça filme. Ça filme. Et puis un jour... Ça vous filme? Oui, là, on filme. On filme. Mon ami, Merci beaucoup. ciao, ciao, mon ami. Non. Merci. Et donc, je disais, c'est que c'est le film de quelqu'un qui au départ ne fait pas attention à sa vie et meurt. Donc on a l'ECG au départ du projet, où on entend ce signal qui est au départ normal, et puis il devient continu, il meurt. Après, c'est la prise de conscience de cette personne et qui se dit, je dois suivre mon propre rythme. Et chaque track dans ce projet, en fait, c'est la prise de conscience de cette personne à retrouver son rythme et mettre les choses qu'elle aime dans sa vie. Donc c'est ça un peu Cruz 104. Et c'est un projet qui n'a rien à voir. C'est un projet instrumental, Mais qui est très visuel, et moi j'adore énormément ce projet-là. Tu peux vraiment appuyer sur play, fermer les yeux, et tu peux vraiment t'évader pendant le temps de l'écoute. C'est vraiment un projet très cinématographique également. Et comme tu dis, même si le projet est très instrumental, tu ressens tellement d'émotions en l'écoutant. Mais c'est ça, moi, mon rêve, c'est que, honnêtement, qu'un film de science-fiction me dise je vais prendre ce film. Parce que moi, j'étais dans un délire très futuriste, très Blade Runner, très tous ces trucs-là. Mais ça reste musical et ça reste accessible. Et c'est accessible, mais voilà. Mais pour moi, c'était un délire. Et voilà, il n'y a pas de limite dans mon délire. Quelqu'un qui va écouter ça, il va se dire qu'est-ce qu'il a fait? Je ne cherche pas à faire un album de 4 accords pour passer juste à la radio comme il faut. Enfin, je veux dire, je peux le faire. C'est de la musique qui est beaucoup plus simple à faire. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est de faire un truc qui est propre à moi et qui est vraiment dans mon délire. Et ça, c'est Cruz 104. Et puis, rien à voir, hein, pour montrer qu'on peut être aussi plus léger. Il y a des phases dans la vie où j'étais plus happy, plus posé. Je suis à Ibiza avec les potes, on s'amuse bien, etc. Et là, je me mets en face de la musique tropicale, la house tropicale, et je me dis, ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Et moi, j'ai tout un projet, j'ai plein de sons tropical house, et notamment, il y en a un qui est sorti, c'est Monsieur qui a fait Something, et on voit que c'est un stream complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Donc, pour moi, la musique, c'est vraiment ça, c'est un stream de mes émotions. C'est comme le sport. Le sport me permet de canaliser, la musique me permet de canaliser. Et je vais continuer à en faire tous les jours. Peut-être qu'à un moment, j'aurai plus de temps. Et quand j'aurai plus de temps, il n'y a pas un album où il n'y a pas quelque chose que je ne sais pas faire. Je veux dire, c'est une question de temps après la musique. Si je me mets 2-3 mois quelque part, aujourd'hui, ma chance, c'est que je pense que je peux faire n'importe quel style de projet. Donc c'est là où j'espère qu'un jour dans la vie, j'aurai encore plusieurs phases comme ça pour revenir, m'arrêter et streamer. Parce qu'il y a des choses à dire, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Ok.
Pour clôturer aussi, tu es donc coach, auteur, compositeur, interprète et tu es aussi papa. Ah oui, le je suis plus papa. grand challenge, je pense, de ta vie. Écoute, c'est un challenge et je pense que j'étais prêt à être père. Hein. Quand ma femme m'a annoncé que j'allais être papa, j'ai fait bah ok. Parce que bon, je pense que j'ai toujours aussi voulu avoir un enfant. Je pense que dans ma tête, un enfant, c'est ce qui te rassure. Déjà, je me disais que l'enfant, c'est ce qui te rattache aux choses qui sont simples. La dernière fois, on a fait une balade avec lui il y a une semaine. Le gosse, littéralement, il vivait la meilleure journée de sa life. Il parlait à Dieu ou je sais pas à qui il parlait. Il parlait dans tous les sens et moi je me disais qu'est-ce qu'il voit, et il était joyeux, mais il communiquait cette énergie et je me suis dit waouh, en fait le petit oiseau, le canard, n'importe quoi, ça lui apportait une joie. Et moi c'est des choses, je suis quelqu'un où ma femme peut le dire, hein, pour m'étonner, faut vraiment y aller. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très structuré et en général, quand je regarde quelque chose, je le décompose. Et si ma tête me dit que c'est normal, il n'y a pas d'étonnement. J'entends une chanson, j'entends quelque chose, je le découpe. Pour que je te dise que c'est bien, ça veut dire que j'ai entendu vraiment, ou j'ai vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Qui sortait de l'ordinaire et c'est un peu pour tout. Et donc je banalise beaucoup de choses et c'est un problème. C'est vraiment un problème parce qu'une singularité peut... Je vois des gens qui se marrent quand ils voient quelque chose de singulier. Parfois je regarde, je me dis, bah quoi. tu vois ce que je veux dire? Un peu blasé. Un peu blasé. Et mon fils... Je trouve ça vraiment génial, c'est que lui me ramène à ce truc-là de légèreté. Et puis voilà, c'est la possibilité de redécouvrir le monde et que lui peut faire mieux. Et je sais pas, moi j'adore apprendre et j'espère lui apprendre des choses. C'est qu'est-ce qu'il peut être? Tu le vois là tout petit, ce gars-là. Tu vas me dire, papa, Tesla c'est nul. Tesla c'est nul. J'ai un concept moi, c'est des skateboards volants pour tous. Peut-être. Il va venir avec des ambitions, mais qui sont énormes peut-être, ou peut-être pas. Mais il a un éventail de possibilités. Et moi, j'espère qu'il aura envie d'essayer des choses. On parlait de renoncer par rapport au sport, etc. J'espère que c'est quelqu'un qui va tenir la distance. J'espère que je vais pouvoir lui apprendre la distance. Parce que si je lui apprends ça, je pense qu'il a un monde devant lui. Certes, un monde fou, mais... il y a quand même des bonnes choses malgré la folie et j'espère que ça va lui apporter, mais comme ça va m'apporter. Ouais. Soyons égoïstes, le gosse m'apporte. Aujourd'hui, il m'apporte. Au départ, c'était juste mignon. Ça pleurait. Là, il commence à dialoguer et je trouve que c'est rentrer chez soi, avoir un amour inconditionnel. C'est important. C'est comme le couple, c'est pareil. Certains vont dire « je suis bien tout seul » ou machin chose. Moi, je me dis, il y a un moment, on a besoin d'échanger avec quelqu'un. Personne n'est bien tout seul. La réalité n'est que si on vit le délire avec quelqu'un. Et que cette personne, même dans les mauvais ou les bons moments, elle va te dire « tu es bien ». Elle va te regarder sous un bon angle. L'enfant, il te regarde sous un angle magnifique. Il croit que t'es quelqu'un. Super-héros. Quand t'es un paye. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça magnifique dans le regard de mon fils quand je vais le chercher à la crèche, quand il me regarde, etc. C'est génial. Et c'est la même chose au niveau du couple quand on a quelqu'un. Parce que ce qu'on cherche, c'est d'exister dans le regard de quelqu'un. Ceux qui me diront non, je le fais juste pour moi. Ouais, tu vas le faire juste pour toi jusqu'au moment où tu vas te rendre compte que tu as besoin de le communiquer à quelqu'un. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Malheureusement, on est en Belgique et la pluie fait son apparition. Mais en tous les cas, c'était très intéressant. Je te remercie. J'invite tout le monde à checker ce que Yulo fait sur les réseaux. Je vais plugger tout ça. Ouais. Et merci, mesdames et messieurs, pour le temps que vous nous avez consacré pour un autre épisode du podcast. Merci les gars. Suivez. Follow mon gars podcast au maximum, parce qu'il va encore avoir des gars plus intéressants. Mais tout le monde est intéressant, tout le monde a une histoire. I'm not scared. No more rainy days. It's on the way.